Bienvenue dans ce quatrième épisode de nos webinaires. L'idée de ces webinaires, de cette série de webinaires, c'est déjà l'épisode numéro 4, c'est de rendre compte de différents projets de recherche qu'on a menés au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du laboratoire IREG, en partenariat avec nos différents soutiens et mécènes à la chaire Tourisme durable. Donc des projets de recherche globalement sur la thématique de la transition dans les destinations de montagne. Alors aujourd'hui, on a une intervention à deux voix que je vais avoir le plaisir de faire avec Julie Molinier autour de la démarche de territoire durable de Méribel. Alors je vais peut-être passer un instant pour me présenter et laisser également Julie se présenter avant qu'on explique un petit peu pourquoi on s'intéresse à cette démarche et comment ça va se dérouler. Alors, un petit rappel des règles, toutes bêtes, mais c'est vrai que c'est plus sympa si tout le monde ferme son micro. Par contre, les caméras sont bienvenues. On enregistre la session, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, ben, il faut arrêter votre caméra. On prendra des questions à la fin, mais vous pouvez déjà les poser dans le chat. Émilie Ménet, qui est avec nous, qui a travaillé sur le projet également, pourra nous les restituer et on répondra plutôt à la fin. Alors, moi, je suis Dominique Créziac, je suis professeure à l'Université Savoie-Mont-Blanc en sciences de gestion et je dirige ce groupe de chercheurs au sein de la chaire de recherche tourisme durable de la Fondation. Et je travaille depuis une vingtaine d'années sur des thématiques de consommation durable et également de tourisme et de transition. Julie? Oui, bonjour à tous. Donc Julie Molinier, je suis actuellement directrice des équipements stations aménagement durable de la montagne à la mairie des Alus, donc support de la station de Méribel. Donc je suis en charge notamment des relations avec le domaine skiable, tout ce qui relève des équipements sportifs touristiques et pilote du projet de transition écologique de la destination. Et j'ai auparavant eu des expériences en service déconcentré de l'État, service police de l'eau, police de l'environnement et en établissement public, agence des aires marines protégées et parc national du Mercantour. Merci beaucoup. Alors, euh, pour introduire un petit peu notre séminaire, je vais rappeler pourquoi on a décidé au sein de la chaire d'étudier le cas particulier de Méribel 2038. Alors d'abord, le premier point, c'est que c'est un des sujets de recherche, disons, ça s'inscrit dans un programme de recherche beaucoup plus global au sein de la chaire, qui consiste à regarder comment des destinations de montagne s'approprient ce fameux sujet de la transition environnementale. Donc cet aspect du comment nous intéresse vraiment beaucoup parce qu'on n'est plus, de notre point de vue, un thème de sensibilisation, même si c'est un thème qui continue à être important. Ce qui nous a vraiment intéressé en tant que chercheurs en sciences de gestion, c'est l'aspect comment, concrètement, en termes de gouvernance, différentes destinations s'emparent, ou pas d'ailleurs, de ce sujet dans leur gestion ou dans leur prévision, dans la façon dont elles entendent gérer la gouvernance de leur destination. Alors l'objectif de la chaire et de pourquoi est-ce qu'on se penche sur ces sujets, c'est pour justement observer et expliciter les processus qui sont à l'œuvre, essayer d'en faire des cas d'école. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exemplaire, mais en tout cas, ça peut servir d'inspiration, ça donne des outils et ça facilite potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on espère, des transferts d'expérience, des partages de bonnes pratiques entre des destinations. Donc à ce titre-là, le cas Méribel 2038 nous intéresse beaucoup. Et nous, notre rapport, c'est d'en offrir peut-être des lectures plus globales, un petit peu plus théoriques, qui vont au-delà des cas particuliers, parce que c'est avec ces lectures un petit peu plus globales qu'on arrive à faire des transferts de compétences, des transferts d'expérience d'un cas à l'autre. Alors la formule qu'on a choisie aujourd'hui, qu'on a déjà eu la chance de mettre en œuvre à plusieurs reprises avec Julie Molinier, c'est une restitution à deux voix. Donc, dans un premier temps, donc on a à peu près 45 minutes de présentation en tout, 40 minutes peut-être. L'idée, c'est que Julie va restituer la façon dont la démarche de territoire durable Méribel 2038 a démarré et a été mise en œuvre sur la destination par la mairie des Alus, pilotée par la mairie des Alus. Et puis, dans un second temps, moi, je vais proposer une lecture un petit peu plus transversale de ce cas pour essayer de montrer avec un modèle théorique ce qu'on peut tirer de cette expérience-là pour la suite de la démarche Méribel 2038, mais aussi pour essayer d'en tirer des inspirations pour d'autres destinations potentiellement. Voilà, alors Julie, je te passe la parole et on t'écoute. Et tu me Merci beaucoup. signaleras le passage Oui, des slides, s'il te plaît, puisque c'est moi qui ai la main. oui.
Bah, tu peux commencer sur la première diapositive. Donc, la présentation, elle va être un peu rapide sur un processus sur lequel il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire le plus synthétique possible pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger à la fin. Donc, Méribel 2038, c'est une démarche qui a été engagée par la commune des Alus en 2021. Donc, elle démarre par une délibération de principe formelle, en fait, qui témoigne de la volonté du nouveau conseil municipal de s'engager dans un projet de mandat structurant pour le territoire autour des questions de transition écologique et sociale. Donc 2038, c'est un cap un peu symbolique puisque ce sont les 100 ans de la station. Alors rien que ce nom, il illustre un petit peu tout ce que les élus projettent sur ce projet-là, qui se veut une démarche de progrès. Donc ça veut dire qu'on va parler développement, environnement, économie sociale. Clairement, on n'est pas sur une démarche révolutionnaire qui vise à mettre à plat les fonctionnements actuels. On est sur une station de ski majeure en France qui veut prendre en compte les enjeux de transition écologique et qui va rechercher sujet après sujet, thématique après thématique, les points d'équilibre, les points de progrès, les points où on peut avancer pour converger progressivement vers ce cap de 2038 qui se veut à la fois certes symbolique, mais aussi suffisamment lointain pour pouvoir construire des actions relativement structurante. Hein, ça laisse quand même un peu de temps devant nous. Et dans le même temps, qu'il n'y ait pas un cap qui soit trop éloigné et sur lequel on ait trop de mal à se projeter. Donc les principes de la démarche, une de ses forces, je pense aujourd'hui, c'est des principes structurants qui ont été très forts et qui ont été établis dès le départ. Donc on en a fait une petite schématisation avec cette petite image de puzzle qui finalement, le puzzle, vous le verrez, qui illustre un petit peu l'ensemble de notre démarche. Donc le premier gros pilier structurant, c'est un pilotage par la mairie, mais une démarche qui se veut multipartenariale. Il y a une conscience dès le départ que les sujets de la transition, ils sont extrêmement vastes, extrêmement diversifiés et que, évidemment, la commune toute seule, avec ses compétences, ne peut pas aborder à elle seule tous ces enjeux-là. Donc la démarche, elle se veut vraiment voir un collectif se mettre en mouvement autour des sujets de transition, mais avec un pilotage qui soit unique et porté par la mairie qui semble légitime à ce moment-là. Une démarche qui se veut concertée, alors non seulement avec des partenaires institutionnels, associatifs, des socioprofessionnels, mais aussi avec la population. Et une démarche qui se veut aussi progressive, avec un des piliers de la démarche qui, on le verra tout à l'heure, qui est extrêmement fort, qui est l'évaluation permanente et quelque part le droit à l'erreur. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on s'est fixé des objectifs, des actions, qu'on les déploie, on se crée cette obligation-là de les évaluer chaque année, d'en faire un rapportage auprès du collectif de partenaires impliqués, auprès de la population, auprès du grand public, pour se donner la capacité à savoir si on va dans la bonne direction, si on n'y va pas. Et si jamais on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction sur certains sujets, on se donne la capacité de corriger aussi les orientations qu'on a prises et le plan d'action qui a été validé. Donc, autour de ces cinq piliers structurants de la démarche, on a travaillé dès l'automne 2021 à plein de niveaux différents en fait de la société. Donc, c'est un petit schéma qui montre, alors ça peut paraître évident, mais qu'on a travaillé alors déjà en interne à la mairie, puisque nombre de compétences en matière de transition vont être liées à l'action de la mairie. Donc ça implique d'arriver à fédérer l'ensemble des services, l'ensemble des agences, ça implique d'arriver à fédérer l'ensemble des élus au sein de différentes commissions et pas uniquement au sein d'une commission environnement. Donc dès le départ, en fait, on a un gros travail interne à la mairie pour commencer à structurer ça. Ensuite, on a un travail avec les partenaires institutionnels et sociaux professionnels qui vont, eux, être contributeurs du plan d'action et de la démarche. Donc, ce sont des réunions de travail à la fois multi-partenaires, mais également beaucoup en bilatéral. Donc, quand on valide, vous le verrez, fin 2022, notre premier plan d'action, on a 12 partenaires contributeurs. On a aussi une démarche qui se construit tout au long de l'année 2021 et 2022 avec la contribution des habitants. Donc ça s'est traduit avec des questionnaires en ligne, des ateliers publics, des réunions publiques.
qui était quelque chose qui n'était pas du tout habituel sur le territoire. Et puis, côté tourisme grand public, c'est un compartiment qu'on a commencé à toucher, mais qui, dans un premier temps, a été laissé de côté parce qu'on avait déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire sur un premier niveau de création de plan d'action. Par contre, c'est un sujet c'est un livre qui est grand ouvert pour la suite. Et qu'on compte notamment réussir à travailler avec dans le cadre de la labellisation Flocon Vert. Donc ce schéma avec les différents niveaux de travail, ça c'est celui qui a été fait, je dirais, pour la première génération de plans d'action. Ensuite, on pourrait le reconstruire chaque année, et chaque année, en fait, il aurait aussi des contributions. Pardon, Dominique, si tu peux revenir sur la diapo précédente. Au niveau des élus et des agents de la mairie, au-delà de l'animation initiale, des actions qui ont été faites pour rentrer vraiment les pieds dans la thématique, etc. Aujourd'hui, Méribel 2038, c'est un filigrane en fait dans toutes les commissions de la mairie. C'est un sujet qui est permanent dans notre travail et dans nos réflexions. Donc c'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui devient quelque part un peu systématique dans la manière dont on a de travailler les dossiers. De la même manière, les partenaires et les sociopros, une fois qu'on a passé la première étape de validation de plan d'action, on se voit chaque année en bilatéral sur des réunions plénières qu'on a en juin ou en fin d'année. On fait des réunions publiques ensemble, on continue à travailler cette cohésion entre les partenaires constitutifs du projet et les habitants, au-delà des premières sollicitations qu'on a faites auprès d'eux pour avoir leurs envies, leurs idées par rapport à un projet de transition. Aujourd'hui, on les consulte via des appels à projets citoyens, on continue à faire régulièrement des questionnaires en ligne thématiques. Donc on essaie de faire perdurer cette politique de concertation qui n'était pas du tout quelque chose de classique sur la commune. Donc là, on peut passer, s'il te plaît, Dominique. Donc, au départ, on a 12 partenaires contributeurs qui sont des partenaires à la fois institutionnels comme la communauté de communes, des socio-professionnels majeurs de la station avec les exploitants du domaine skiable, notre délégataire eau, le club des sports. On a des associations locales thématiques. On a Méribel Tourisme, donc l'Office du tourisme, le Parc national de la Vanoise, l'Office national des forêts. À l'époque, on avait le comité d'organisation des championnats du monde, puisque quand on a lancé Méribel 2038, on était aussi en pleine organisation des championnats du monde de ski de 2023, avec leur démarche d'accompagnement RSE. Et puis, c'est une démarche qui progresse, puisque en 2023, on a accueilli 4 nouveaux partenaires, 2 nouveaux en 2024. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est sur une démarche, c'est comme Flocon Vert, on n'est pas sur une stratégie, un plan d'action qui sont figés. On est vraiment sur une démarche de progrès qui a vocation à évoluer au fur et à mesure à la fois des initiatives, des opportunités, des capacités des uns et des autres à apporter leur pierre à l'édifice. Donc, on n'arrivera pas forcément à un projet avec 50 partenaires, ce qui serait peut-être quelque chose d'ingérable d'un point de vue logistique. Mais par contre, l'idée, c'est de montrer pendant ces premières années de projet que chacun a sa place finalement dans la dynamique, puisque chacun a son niveau de responsabilité et de compétence a quelque chose à apporter au collectif. Donc, si tu peux passer, s'il te plaît, Dominique. On arrive fin 2022, après une grosse année et demie de travail assez important, d'état des lieux, de préparation, de réflexion. Une stratégie qui est validée, là encore, par délibération du conseil municipal et un premier plan d'action 2022-2025. Alors, 2022-2025, c'était pour aller jusqu'à la fin du mandat du conseil municipal. L'objectif étant de faire se suivre des plans d'action successifs jusqu'à 2038, le temps des mandats électoraux, pour que chaque conseil municipal s'approprie finalement ces plans d'action, même si les principes structurants restent stables, même si les axes stratégiques restent stables, on veut un plan d'action qui soit parfaitement approprié par les conseils municipaux. Et donc, on a un plan d'action qui est organisé autour de 4 axes stratégiques. Un premier axe sur les questions de gouvernance, de sensibilisation, de communication, qui valorise aussi la mise en œuvre de ces principes structurants dont j'ai parlé tout à l'heure. On avait au départ 100 actions, on en a aujourd'hui 110, toujours dans cette idée qu'une action structurante qui arrive une année, on ne va pas la laisser de côté, on va l'afficher dans le cadre du plan d'action parce qu'on est sur une démarche qui a vocation à évoluer au fil de l'eau. On a un deuxième axe qui est sur tout ce qui est question de décarbonation, changement climatique, gaz à effet de serre, dans laquelle vont être proposées les actions
sur la mobilité durable, sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les consommations d'énergie, la production d'énergie renouvelable, par exemple. Ensuite, un troisième axe sur les questions de biodiversité, espaces naturels, ressources. Et un quatrième qui est plus axé sur les questions sociales, de vie à l'année à Méribel, de logement, de culture, d'aide à la personne, etc. Donc ce premier plan d'action, si on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Dominique. En fait, c'est un plan d'action qui, alors sans action au départ, avec des petites actions, des grosses actions, des actions expérimentales, des choses qui existent déjà, qui méritent d'être valorisées, certaines qui existaient qu'on va faire amplifier, des actions nouvelles. Clairement, en fait, il mixe tout ce que les partenaires ont eu à cœur de mettre finalement dans le panier collectif en disant moi je fais déjà ça et ça mérite d'être valorisé parce que les gens ne le savent pas et donc je veux que ça apparaisse, ou le fait d'avoir lancé une dynamique collective, ça va susciter l'envie d'aller plus loin, ou au contraire des choses qui n'étaient pas encore dans les tuyaux vont pouvoir émerger progressivement du fait de la dynamique collective qui s'enclenche. On a des actions qui sont les actions évidentes de la transition écologique et sur lesquelles on sait clairement quelles actions très concrètes on peut mettre en œuvre. On a aussi des thématiques sur lesquelles aujourd'hui très clairement on n'est pas à l'aise, on sait qu'il faut les traiter mais on ne sait pas comment. On n'a pas d'outils opérationnels immédiats, on a des problèmes de juxtaposition de compétences, de périmètre de compétences, des choses qui dépassent aussi dans leurs enjeux le strict périmètre communal. Ces thématiques-là, pour autant, on les a quand même affichées avec des actions qu'on sait aujourd'hui peut-être incomplètes ou insuffisantes, mais qui ont vocation à nous mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là, et surtout à clairement afficher que même si aujourd'hui sur certains sujets on ne sait pas trop comment s'y prendre, on n'occulte pas le sujet et on a bien l'intention de s'en occuper, et pour autant on n'est pas des génies sur tous les sujets, il y a des choses, on n'est pas plus malin que les autres, donc il va nous falloir du temps pour travailler ensemble, arriver à faire émerger des solutions qui soient efficaces. Mais en tout cas, on les affiche et on se donne cette possibilité-là de dire cette action-là, on sait qu'elle n'est pas complètement parfaite, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et de montrer que ce sujet-là, on ne l'a pas oublié. Et ça permet aussi, dans cette idée-là, de donner les perspectives pour les prochains plans d'action, en se disant, là, ça va être les premiers jalons, et clairement, au prochain plan d'action, il faut qu'on soit plus opérationnel. Et donc, après la validation fin 2022, dans le cadre de l'application de nos principes structurants, on a fait un premier bilan d'avancement de ce plan d'action fin 2023. Là, on vient de publier le deuxième bilan d'avancement 2024. Donc, ça se traduit dans cette volonté de transparence et de rendre compte sur des publications de documents. Alors, à la fois des documents grand public, vous pourrez aller voir sur le site internet de la mairie, mais des synthèses grand public qui sont assez didactiques, assez synthétiques, et qui donnent à voir quelques actions clés et quelques éléments dont on est fier sur ce qui a été réalisé l'année passée, et ensuite des bilans exhaustifs qui sont beaucoup plus complets, beaucoup plus potentiellement fastidieux à lire, mais qui en tout cas donnent à voir que chaque action a fait l'objet d'une évaluation précise avec un niveau d'avancement qui est évalué année après année. Cette année, on a aussi produit une petite vidéo de vulgarisation des réalisations pour essayer de changer un petit peu aussi le format. Ces bilans, ils sont présentés en réunion publique auprès de la population chaque fin d'année. Ça donne la capacité à avoir aussi un temps de débat avec la population, un temps d'échange, un temps d'explication aussi. Souvent, on s'aperçoit que les critiques qui ressortent sur les sujets de transition sont liées au fait qu'il y a une méconnaissance aussi de ce qui se fait, de la réalité des actions, ou de la méconnaissance sur la complexité des phénomènes qui sont en jeu. Donc ces occasions-là de réunion publique, elles permettent aussi de mettre les choses à plat. 2 années d'affilée, 2022-2023, on a fait des réunions publiques où tous les partenaires avaient la possibilité de mettre à disposition de la documentation, d'échanger autour de stands thématiques sur leurs actions. Et cette année, on a un petit peu changé le format avec cette vidéo générique, mais en tout cas, l'idée, c'est de toujours essayer de garder un lien avec la population autour de cette question de rendre compte. Et donc, le dernier volet en fait de notre démarche là
ces derniers mois, ça a été de s'engager aussi fin 2023 dans la démarche Flocon Vert. Alors Flocon Vert, c'est quelque chose sur lequel on s'était interrogé dès le début du lancement de 2038 en se disant est-ce qu'on se lance sur une labellisation? On avait, nous, clairement écarté ce sujet-là en se disant déjà, il faut absolument qu'on se structure, qu'on sache vers où on veut aller, qu'on construise un plan d'action qui nous semble efficace, qu'on le mette en œuvre, qu'on soit quelque part fier de ce qu'on lance et sûr d'être vraiment engagé concrètement dans les choses. On voulait absolument essayer de déminer au maximum les attaques en greenwashing, alors à défaut de les éviter, parce qu'on les évite pas toujours tout le temps, mais en tout cas, être en capacité d'avoir des choses à répondre aux gens qui nous taxeraient d'insuffisance dans l'action publique ou quelque part d'avoir une posture trop politique, mensongère. Nous, on voulait déjà être sûr des choses qu'on pourrait répondre en fait face à ces attaques-là. Et puis, au bout de 2 ans de démarche Méribel 2038, quand on s'est dit, bon, bah là, on a quand même bien engagé notre démarche, ça vaudrait le coup d'aller plus loin. Là, ça nous a semblé pertinent pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que ça permettait de mettre de la lisibilité sur la démarche qu'on avait faite sur le territoire et qui restait très centrée sur le territoire, un peu de communication extérieure. Donc ça permettait de donner de la visibilité. Pour nous, c'était clairement aussi et surtout un outil complémentaire pour animer peut-être d'autres strates du territoire, aller chercher des gens qui étaient peut-être peu sensibles avec Méribel 2038, mais qui pouvaient l'être un peu plus avec un label national. C'était aussi une occasion de faire rentrer des regards extérieurs. Alors, des regards extérieurs, on en avait déjà fait rentrer, notamment avec l'université La Chaire Tourisme Durable. Mais là, ça permet de faire rentrer des gens qui explorent toute une batterie de stations avec des cahiers des charges qui sont appliqués de manière homogène sur toutes ces stations. Ça permet aussi de se comparer et de confirmer les points sur lesquels on devait s'améliorer ou au contraire peut-être se donner aussi du courage en se disant que sur certains points on n'est pas mauvais et qu'il y a de quoi être fier aussi des démarches engagées. Donc l'idée c'était vraiment de rajouter une corde à l'arc de la démarche qu'on avait engagée chez nous avec un dispositif national, des gens de l'extérieur qui sont là pour à la fois nous apporter des outils, nous orienter, nous dire ce qui va pas. Et histoire de rajouter une nouvelle dynamique à ce qu'on avait engagé chez nous. Donc aujourd'hui, Dominique, si tu peux passer, on a reçu une labellisation du coup de Flocon en fin d'année 2024. Donc on est aujourd'hui sur l'articulation entre les deux niveaux de gouvernance en fait, Méribel 2038, qui est une gouvernance avec un pilotage mairie et puis 18 partenaires en dessous, et la gouvernance Flocon Vert, qui est une gouvernance un peu en triptyque avec l'Office du tourisme, les remontées mécaniques et la mairie. L'idée, c'est d'arriver à coordonner tout ça, ce qui se fait finalement relativement simplement, et que la démarche Flocon Vert, notamment au travers de son diagnostic, puisse alimenter la construction du prochain plan d'action Méribel 2038, 2026-2031. Donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc au regard du cahier des charges Flocon Vert, de l'audit et des discussions qu'on a pu avoir pendant la dernière année et demie, on a commencé à travailler sur la construction du prochain plan d'action Méribel 2038. Et donc pour conclure, parce que j'ai été déjà bien assez longue, Dominique, Méribel 2038, si on le résume, c'est un projet collectif. Ça, c'est vraiment, on en est très fiers. C'est-à-dire que chaque structure fasse un plan de transition, c'est déjà super, mais arriver à le faire tous ensemble, ça c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers. On a conscience que c'est un travail de longue haleine. On est sur une première étape, peut-être avec les étapes les plus faciles à passer. En tout cas, le pied est à l'étrier. On est sur un projet qui se veut vraiment itératif et qui se nourrit à la fois de nos réussites et de nos échecs, où on a vraiment besoin et envie d'embarquer le plus de monde possible autour de la démarche. Donc, on a une démarche qui, vu la multiplicité des sujets de la transition écologique, rend peut-être parfois les choses un peu compliquées parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, ça part un peu dans tous les sens. Donc, le besoin de structuration, il est essentiel pour que ça fonctionne, à la fois en interne à chaque structure et à la fois dans la relation entre les structures. Moi, un enseignement que j'en tire au bout de 3 ans et demi à travailler sur ce projet-là, c'est que c'est hyper important de choisir ses combats, toujours pour la même raison. Il y a énormément de sujets, énormément de projets.
énormément d'enthousiasme parfois, énormément d'opposition aussi parfois. En fait, il y a tellement à faire que des fois, il faut vraiment savoir laisser de côté un sujet pendant un certain temps. Il reviendra à un moment donné sur le dessus de la pile, de toute façon. Mais il y a tellement de choses à faire qu'il faut vraiment réussir aussi pour se donner du courage à travailler sur les choses qui fonctionnent. Et donc, au final, c'est vrai qu'on peut avoir parfois l'impression d'avoir un Everest face à nous. Pour autant, on a plein d'actions qui avancent, qui sont concrètes, alors qui sont des fois pas encore à la hauteur de tous les enjeux, mais c'est déjà des premières étapes. Et donc, il faut garder réalisme et humilité, mais surtout pas se démobiliser face à l'ampleur de la tâche, parce que collectivement, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à avancer sur des sujets où, y compris il y a 5 ans, 10 ans ou même 2 ans, en fait, on pensait qu'on n'allait pas avancer et finalement les choses se font parfois étonnamment assez naturellement. Donc il faut pas regarder l'Everest, en fait, il faut regarder chaque marche qu'on a devant soi et réussir à monter comme ça. Et ça fonctionne. Donc nous, on est assez contents. Alors évidemment, il reste beaucoup, beaucoup à faire et puis il va falloir tenir sur la durée. On a une élection municipale qui arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses sur le chemin qu'il va falloir prendre en compte pour continuer. Mais en tout cas, nous, il nous semble que les gros principes structurants qu'on a établis depuis le départ et qu'on essaie de préserver absolument sont assez essentiels pour la pérennité de la démarche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Alors, moi, je vais vous proposer de faire une lecture un petit peu surplombante de ce qui vient d'être dit et du projet dans son ensemble. Alors, je suis chercheur, donc je vais d'abord commencer par un exercice imposé dans notre métier qui est d'expliquer ce qu'on a fait en termes de méthodologie. Donc, nous, sur le temps de ce projet, on a eu plusieurs phases d'observation, 3 phases essentiellement, qui étaient articulées avec les championnats du monde de ski Courchevel-Méribel 2023 qu'on a observé en parallèle, mais on en parlera une autre fois. Et au global, on a mené avec mes collègues une quarantaine d'entretiens qualitatifs auprès d'acteurs du territoire et des territoires voisins. Et on a pu également mener une participation observante dans des réunions publiques de la démarche Méribel 2038. Je faisais aussi partie du comité RSE des championnats du monde, donc ça m'a aussi donné un lieu d'observation de ces dynamiques de transition sur les territoires d'accueil. Et on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de synergies. Et on a pu proposer des ateliers prospectifs à l'équipe de Julie et des partenaires. Et ça nous a aussi permis à la fois de collecter des données et puis d'offrir un espace de réflexivité à l'équipe. Et je pense que c'est aussi ça le rôle des chercheurs, puisque nous, notre rôle n'était pas du tout d'accompagner. Ils étaient très bien accompagnés et les compétences étaient aussi présentes en interne, mais davantage d'observer et d'offrir un retour peut-être sur la façon dont ça a fonctionné. Alors, comment on s'y est pris? L'idée, c'est qu'on est allé mobiliser des outils théoriques autour notamment de la littérature sur la transition et surtout du changement comportemental. Donc, il y a 2 grands outils théoriques que j'ai mobilisés, mais il y en a un seul dont je vais parler aujourd'hui. Le premier, c'est les utopies réelles. On aura l'occasion d'en discuter, j'espère, une autre fois. Le gros apport théorique, je crois, il est autour de ce qu'on appelle la théorie de l'action planifiée. Alors, je vais passer quelques minutes à faire un petit peu court. Le prof se réveille en moi, mais disons que on sait en fait à titre individuel que pour changer de comportement, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement efficace, en tout cas dans l'esprit intuitivement, c'est de se dire on va changer l'opinion des gens et puis on va leur expliquer que c'est une bonne chose et puis ils auront l'intention de se mettre à ce comportement et finalement ils vont le faire. Mais on sait que finalement à titre individuel et même à titre collectif, ce modèle-là, il a beaucoup de limites parce que pour passer de l'intention à l'action, c'est déjà complexe et pour passer de oui, c'est une bonne idée à je le fais concrètement, c'est encore plus complexe, il y a énormément de freins. Alors, au fil de l'eau, la théorie sur la psychologie sociale a proposé un modèle étendu qui s'appelle la théorie de l'action planifiée et qui montre que, en fait, pour aider à passer de c'est une bonne idée à je le fais, eh bien, il y a 2 éléments vraiment clés, que ce soit au niveau individuel, et là, on va l'utiliser au niveau collectif. C'est, premièrement, ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu, c'est-à-dire une sensation qu'on peut y arriver, qu'on voit à peu près comment on peut s'y prendre, que c'est dans notre domaine, que c'est à nous de le faire. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés qui vont
aider à passer de ce côté opinion favorable à comportement. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle des normes sociales. Et quand on est un groupe des normes sociales partagées, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus autour de nous pour penser que c'est une bonne idée. Alors, bien sûr, on peut aller à contre-courant de tout le monde, mais c'est beaucoup plus facile de lancer dans une action si on sait qu'on est soutenu, si on sait qu'autour de nous, les gens pensent que c'est une bonne idée. Alors, c'est bien ce que je viens de dire ici. Et ce modèle, en fait, il est vraiment Non, mais beaucoup plus efficace pour rendre compte finalement du changement individuel. Cette idée de on peut le faire et il y a un consensus autour de nous. Alors, ce qu'on va essayer de regarder sur le modèle, sur la démarche Méribel au fil de ces 3 années et demie, c'est qu'est-ce qui a pu jouer ou pas sur le contrôle comportemental perçu, qu'est-ce qui a pu faire que collectivement, ces gens qui se sont mis sur ce projet-là ont pu se dire, on va y arriver, on sait comment faire, il y a des outils. Et puis aussi, comment se sont créées ou pas des normes sociales partagées, comment elles étaient au départ, comment elles ont évolué. Alors là, je vais vous épargner l'analyse chronologique, hein. Je vais essayer de faire une synthèse. Je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Je pense que l'analyse chronologique, c'était intéressant dans un espace réflexif, comme je l'ai dit, vis-à-vis des équipes qui l'ont mené. Mais après, en termes de transfert de compétences, je pense que c'est plus intéressant d'en faire une synthèse et c'est ce que je vous propose. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que en termes de contrôle comportemental perçu, c'est-à-dire de cette capacité à faire qu'un collectif se dit on peut y arriver, moi, avec mes collègues, on a identifié 3 effets. Premier effet, un effet RH, ressources humaines, poste. Alors l'idée, c'est que la personne, bon, en l'occurrence, c'est Julie Molinier, mais finalement, le poste de la personne qui va se charger de ça, il est vraiment extrêmement stratégique. D'abord, c'est un poste transversal, c'est-à-dire que c'est une personne qui, de par son poste, va être amenée à infuser les démarches de transition dans l'ensemble des services de la mairie auprès des partenaires. Donc ça, c'est important. Et également son niveau de responsabilité. Est-ce que cette personne-là a un minimum de pouvoir au sein de l'institution? Et on voit que ça fait vraiment la différence qui est convergent avec de la littérature. Alors s'ajoute évidemment à ça le fait que cette personne soit et apparaisse aussi comme compétence, mais il y a vraiment ces effets. C'est une personne en soi, mais c'est aussi son poste et ses responsabilités. Le deuxième effet qu'on identifie, qui est vraiment important, qui a joué un rôle et qu'on voit vraiment dans nos entretiens, c'est un effet que je vais qualifier de méthode. L'idée, c'est que là, le projet, il va suivre une méthode extrêmement structurée, avec des jalons temporels très soutenus, très logiques, présentés avec beaucoup de clarté, et qui vont en fait entraîner les personnes qui sont impliquées à ne pas à ne pas se laisser aller. On voit en fait que il y a des objectifs à très court terme, on se met d'accord, il y a une réunion, 2 mois après, il y en a une autre, il y a des entretiens, il se passe beaucoup de choses. Donc l'idée de la structure dans la proposition méthodologique et du rythme, vraiment sont très importants dans cet effet méthode. Le deuxième élément dans l'effet méthode, c'est d'utiliser ou de privilégier des indicateurs qui sont connus. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va être capable de se mettre d'accord sur des objectifs qui sont chiffrés, donc mesurables, des objectifs qui sont ambitieux mais qui paraissent réalisables, eh bien, on va d'autant plus donner ce sentiment collectif qu'on peut arriver à nos objectifs et ça enlève tout cet aspect mollesse ou flou dans la discussion parfois autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la transition dans notre destination. Le troisième effet sur ce contrôle comportemental perçu, c'est cette articulation entre un effet court terme et un effet long terme. En effet, dans la démarche, il y a vraiment eu à la fois cette élaboration, ce travail sur où est-ce qu'on veut être en 2038, avec une date bien symbolique, mais ça n'empêche pas qu'une grande partie du travail ait été sur des actions tout à fait concrètes, tout à fait, j'allais dire à court terme, mais ça veut dire dans les 2, 3 ans, par quoi on commence de façon tout à fait concrète. Et on verra que ça, dans nos entretiens, ça a donné énormément d'élan, avec l'impression aussi qu'on peut y arriver. Donc, on file de l'eau. Le fait que les objectifs aient été atteints, Julie en a parlé, donne aussi confiance dans le processus et va augmenter ce contrôle comportemental perçu. Alors, sur ce qui est du deuxième volet, qui a pu pousser dans notre analyse, en tout cas, à l'atteinte des objectifs et au fait que ce projet avance, eh bien, il y a une dimension de normes sociales partagées, c'est-à-dire, finalement, il y a un consensus qui est en train de s'établir. Alors, le premier élément, Julie en a parlé, c'est un portage politique tout à fait clair, avec un engagement volontaire de la mairie, c'est dans le projet de mandat, mais en plus, au fil du mandat, eh bien, l'équipe municipale va, à maintes occasions, en fait, rappeler que que le projet 2038 existe, que c'est important pour la mairie, ça va être régulièrement dans le bulletin d'information, donc c'est quelque chose qui va être tout à fait apparent
dans la stratégie de la mairie. Le deuxième effet vraiment intéressant qu'on a pu observer et qui, à mon avis, vaut le coup d'être transféré, c'est l'effet partenarial. Alors, il y a des gens qui ont leur micro ouvert, merci. L'effet partenarial, c'était un choix au sein de ce projet, mais ça va permettre finalement d'engager les équipes et aussi de montrer que la mairie des Alus n'est pas la seule au sein des partenaires à se préoccuper de ces questions de transition et que d'autres acteurs, qui ne sont pas forcément des acteurs spécialement impliqués dans la transition, ce pas forcément des associations environnementales, mais les domaines, les remontées mécaniques, les partenaires qui sont liés à l'eau, le club des sports, les différents partenaires, l'ONF, etc., sont aussi engagés eux-mêmes dans des démarches. Et ça permet de se dire, on n'est pas tout seul. Et ça, on sait que c'est extrêmement aidant. Et Julie l'a dit, ça permet aussi de s'appuyer sur ce que font les autres. Eux-mêmes sont engagés, ils ont déjà des compétences et ils les amènent au service du projet. Donc, il y a vraiment des effets synergie. Et c'est le troisième élément que je veux signaler là. Il y a vraiment eu des synergies dans la démarche. Ça ne veut pas du tout dire que c'est facile, mais au même moment, il y avait vraiment cette unité d'acteurs, unité de temps, unité d'action, puisque au sein des championnats du monde Courchevel-Méribel 2023, pardon, j'allais dire 2038, excusez-moi, eh bien, il y avait un comité RSE qui a mené une action tout à fait remarquable et qui impliquait une partie des acteurs communs. Certains de ces acteurs ont mené en parallèle ou juste après des actions dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat. Il y a eu le travail ensuite avec Flow Converse, qui fait que cette unité d'acteurs a permis de travailler, d'aller dans le sens de cette norme sociale partagée au sein du collectif, au sein de la mairie et plus globalement au sein de la destination. Et là, on arrive finalement à la mise en œuvre de comportements autour de la minimisation des impacts. Julie l'a dit dans les objectifs, en tout cas à court terme. Et donc là-dessus, le modèle, il a tout à fait bien fonctionné, il est au vert et ça a pu être tout à fait productif. Alors là, on pourrait s'arrêter et dire tout est super. Bah oui, peut-être tout est super, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il n'y avait pas forcément de maturité. Alors, je vais en donner un en particulier, si j'y arrive. Je crois que ça, je ne vais pas le dire ici. La question, par exemple, est de savoir si dans ce projet, il y a une réflexion qui a été menée jusqu'à maintenant sur le changement du modèle touristique global de la destination. Et en fait, le projet, il n'en est pas là. C'est typiquement un sujet sur lequel c'est pas forcément prêt. Ça ne veut pas dire que c'est pas discuté, mais c'est pas prêt. Alors nous, l'analyse qu'on peut tirer de ça, toujours avec le même genre de modèle, c'est de se dire que, par exemple, en termes de contrôle comportemental perçu, est-ce qu'on sait faire? Eh bien, pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop comment faire. Il n'y a pas, y a pas d'outils vraiment qui pourraient être appliqués directement. Il n'y a pas forcément d'indicateurs particulièrement performants. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, il y a beaucoup de destinations qui sont engagées, mais pour l'instant, eh bien, les modèles alternatifs, ils ne sont pas forcément très convaincants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler, mais en tout cas, de nombreuses questions se posent sur notre capacité ou la capacité de la destination, en tout cas pour ces acteurs, à traiter de ce sujet ou à aller franchement sur cette question-là. Donc pour l'instant, nous, on a jugé de l'extérieur que ce sujet n'était pas forcément mûr. Et c'est d'autant moins mûr sur l'idée de bouleverser totalement le modèle tout ski de la destination pour Méribel que finalement, il n'y a pas forcément de consensus au sein des acteurs sur la nécessité d'aborder frontalement cette question-là. Alors pourquoi il n'y a pas de consensus? Ben, il y a plein de raisons, mais notamment, il y a peut-être un relativement faible sentiment de menace, en tout cas à court terme, par rapport à la ressource phare qui est la neige, puisque Méribel, c'est une station plutôt bien positionnée en termes d'altitude. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas ressenti un sentiment très urgent de menace parmi les acteurs qu'on a pu interroger. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va empêcher d'avoir des normes sociales partagées, c'est que sur ces sujets-là, au niveau global, hein, au niveau de la conversation générale qui se fait sur la transition dans les destinations, on assiste réellement à une polarisation très très forte des positions entre des très pour et des très contre, dans des tensions vraiment importantes qui, alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, ça va pas dans le sens d'une norme sociale partagée qui permettrait d'affronter ce sujet-là de façon plus sereine. Alors, notre idée, pour conclure sur ce modèle-là, c'est que ce petit outil, on a vu qu'il nous permettait de montrer, alors je vois Julie qu'on a repris le même terme de choisir ses combats, mais il y a vraiment cette idée dans ces projets de territoire durable de prioriser
Et c'est vraiment ce qu'on a vu, et c'est une recommandation, un transfert de compétences qui, je pense, est vraiment important à expliciter, avec l'idée de sélectionner des actions qu'on vise, qui soient réalisables, expérimentables, souhaitables, mesurables. Donc ça fait référence aussi à une approche théorique qui s'appelle les utopies réelles, qui propose de bien combiner à la fois le développement d'une vision à long terme, c'est important, les imaginaires, où on sera en 2040, en 2050, etc. Mais aussi commencer par des actions sur lesquelles on peut voir tout de suite un succès et un succès rapide, pas forcément facile, hein, je revois bien la difficulté des projets. Ces succès rapides, en fait, donnent l'élan pour poursuivre, donnent des premières preuves de succès. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être tout à fait intéressant dans l'idée de maintenir l'élan et de ne pas trop se décourager par rapport à l'Everest qui est à franchir. Cet outil, on a vu avec des ateliers qu'on a menés aussi avec nos partenaires du cluster montagne, avec des destinations pilotes qui ont accepté de se prêter au jeu. On a vu aussi que cet outil nous permettait de repérer des sujets sur lesquels il y a un certain degré de maturité au sein d'une destination. Qu'est-ce qui pourrait être les premières actions sur lesquelles ça va être plus facile parce qu'on a à la fois du contrôle comportemental perçu et une norme sociale partagée. Et puis, quels sont les sujets où c'est beaucoup plus compliqué, qui sont au rouge, voire à l'orange? Alors, l'intérêt aussi de repérer collectivement dans un atelier prospectif des sujets qui sont au rouge et des sujets qui sont à l'orange, c'est-à-dire on n'est pas tout de suite prêt, ça veut dire qu'on évite de les mettre sous le tapis. On peut quand même les discuter et se mettre d'accord pour dire, ben, on n'est pas mûr. Mais en tout cas, il rentre dans l'espace de discussion qui est un espace plutôt non conflictuel parce qu'un espace collaboratif et un espace de discussion. Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller chercher des ambitions un petit peu plus importantes et qui vont amener à rejoindre la vision long terme. Et puis le dernier élément, c'est l'aspect de planification parce que se mettre en route, c'est bien gentil. Ça a ce côté parfois qu'on dénigre de petits gestes. Et que ce soit dans les comportements individuels ou dans les comportements collectifs, les petits gestes, ils n'ont d'intérêt que s'ils lancent un élan. Si c'est juste des petits gestes pour en rester là, ben effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment cette idée dans la planification de s'appuyer sur ces succès rapides, sur ces premières actions qui sont réalisables, qui vont engager collectivement et individuellement pour articuler ce court terme, ce long terme, en repérant évidemment si ces actions long terme vont bien sont bien dans une trajectoire, dans un sentier de transition, une trajectoire d'adoption qui nous mène bien vers les objectifs qui ont été fixés collectivement dans des démarches participatives. Alors, je voudrais conclure avec un terme qui s'appelle, avec une notion qui est la notion de changement interstitiel. Donc là, il y a un sociologue américain qui est décédé avant de voir ce qu'il est fait de la science en Amérique. C'était juste une parenthèse et qui montre que entre des changements qu'il appelle symbiotiques, c'est-à-dire voilà, on se met à recycler un petit peu ses déchets. Bon, c'est déjà pas mal, mais on en reste là. Ça suffit pas du tout. Et puis des changements qui sont trop brutaux et qui remettent en cause, voire l'existence même parfois des organisations. Il y a un espace entre deux, mais un entre-deux tout à fait positif qu'il appelle un changement interstitiel, où on arrive à se dire que les petits gestes qu'on met en œuvre sont autant de leviers pour se glisser dans des interstices et réussir à faire bouger des systèmes beaucoup plus lourds et beaucoup plus immobiles. Donc ça, c'est un message plutôt d'espoir que je voudrais donner à la fin de ce petit exposé. J'ai perdu totalement la notion du temps, mais je compte sur mes collègues pour me le rappeler. Alors, moi, j'en ai fini. Je propose peut-être qu'on arrête le partage d'écran et qu'on conclue sur cette idée d'accueillir vos questions, vos commentaires, vos échanges. On est en train d'enregistrer, comme je le disais. On fera aussi, on diffusera le document avec des liens vers un petit cahier de recherche qu'on a écrit, vers les autres webinaires, notamment celui qui était avec Flocon Vert, où Méribel était aussi une des destinations qui a été observée. Et, et on est à votre disposition pour des questions. Alors pour les questions, on vous laisse soit lever la main pour prendre la parole, soit les indiquer dans le chat. Peut-être que nous vous avons assommé.
Je vois Colline, je vois Hervé Villard, plein de gens que je connais. Grégoire, qu'on a vu déjà. Merci de votre fidélité, Grégoire. Ça, Corentin. Dominique, ça veut dire que tu veux qu'on s'exprime. Oui, Euh, absolument. Pardon, bonjour à tout le monde et merci pour cette intervention, cette double intervention très riche. Alors, moi, j'ai pas vraiment de questions à ce stade, mais je suis assez emballé à la fois par la démarche pratique présentée dans un premier temps et ce regard de la chercheuse qui théorise et qui, en effet, moi, allume plein de feux, plein de lumière dans ce qu'on pourrait faire, mais que pour le moment, je suis assez frustré de ne pas arriver à mettre en œuvre, moi, euh, sur mon territoire, peut-être parce qu'il est plus complexe, peut-être parce que une démarche comme ça, englobante, territoriale à long terme, on n'a pas voulu la formaliser. Je pense qu'il y a de la matière, mais on n'a pas souhaité collectivement la formaliser. Donc, on est plutôt dans ce mélange des petits pas. On est peut-être dans le changement interstitiel, avec parfois des gros interstices, parfois des plus petits. J'en veux pour exemple, voilà, le démarrage d'un bilan carbone d'une destination touristique à Chamonix, ce qui n'est pas rien, avec la volonté de s'en servir pour faire la base de la prochaine politique de promotion de la veille. Donc, on est dans le changement profond. On va voir si on y parvient, mais on est déjà dans l'état des lieux et cet état des lieux qui permet la prise de conscience est première base pour le changement sans doute. Mais voilà, on y est plutôt allé par toute cette série de démarches. Puis comme Dominique, tu as interpellé tout à l'heure Colline, euh, ça me rappelle qu'ensemble, on a parlé il y a quelques mois de ça, de l'efficacité de Flocon Vert pour nous aider. Et puis nous, à Chamonix, on a souhaité aussi en parallèle s'engager dans Territoire engagé de l'ADEME, qui nous met au niveau des grandes villes, des grandes agglomérations, donc un petit peu en marge des territoires de montagne, mais on va chercher un peu des deux pour nous permettre de progresser. Voilà les quelques réflexions qui ne sont pas des questions et je m'en excuse. Non, mais c'est très intéressant d'échanger. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de peut-être de faire aussi des ateliers avec d'autres destinations, parce que je crois que c'est toujours intéressant de voir comment ça éclaire en fait la démarche qu'on est en train de faire et de voir bah, là où on peut avancer. Et typiquement, si je peux rebondir sur l'idée du bilan carbone. En fait, c'est un outil qui a ses faiblesses, mais en tout cas, quand il est présenté, quand il est proposé, la plupart des acteurs voient de quoi il s'agit et on sait que c'est faisable en fait. Même si c'est à la grosse louche, on voit qu'on y arrive. Et ça, c'est des choses qui nourrissent le contrôle comportemental perçu. Ça permet de dire, bah voilà, déjà on commence par mesurer. Une fois qu'on a mesuré, on se fixe un objectif, allez, moins 15%, moins 20%. Alors ça peut paraître très grossier, mais finalement, ça commence à être engageant parce qu'on voit qu'on a avancé. C'est comme les gens qui courent et qui doivent mesurer leur performance. Et ben, on sait qu'il y a ce moteur en nous qui dit que ben, si on voit qu'on progresse, on est content et ça incite à aller plus loin. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et commencer par ça, puis après de se dire on l'a fait et du coup, on va l'intégrer dans notre politique d'attractivité ou en tout cas, je sais pas exactement le terme que tu as utilisé, mais c'est tout à fait pertinent. Merci de ces remarques à suivre. On a Une main levée Voilà, Charles Nicolas qui a la main levée pour une question. ou une remarque. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation de vos travaux conjoints. Moi, ma question, elle se positionne sur le champ, enfin, elle remet au devant de la scène l'objectif final. C'est-à-dire que moi, ce que je traduis comme une zone dans laquelle une zone à atteindre pour des modèles économiques qui peuvent voir l'avenir avec confiance, pour des populations qui le voient aussi avec confiance, pour des limites planétaires qui sont respectées. Donc ça, c'est quand même la boussole et la science étaye pour partie cette zone-là, elle la délimite, elle la définit, pas uniquement pour le climat. Vous avez beaucoup parlé de choisir vos combats. Beaucoup, moi, je l'ai entendu avec une lecture pragmatique que je comprends très bien, qui est très vertueuse, d'aller sur les terrains où on arrive à créer ces consensus, on arrive à créer les conditions d'un engagement suffisant pour avancer. Il y a aussi un risque
qui est que le faisable l'emporte toujours sur le très nécessaire. Il y a une hiérarchie dans les enjeux, il y a une hiérarchie dans les objectifs. Euh, il y a beaucoup de questionnements, parce que c'est des approches qu'on appelle incrémentales, en fait, en quelque sorte, euh, qui nécessitent de la confiance dans l'aboutissement de la méthode, et qui peut avoir comme effet aussi, et c'est un peu contre-intuitif, mais aussi comme effet de masquer longtemps les actions les plus décisives, celles qui sont souvent les plus crispantes, les plus conflictuelles. Donc comment vous, en tant que pilote et observatrice de ces démarches-là, comment vous voyez la façon de remettre toujours au centre du jeu, même si c'est difficile, même si c'est pas mûr, le fait que c'est urgent d'attaquer les sujets les plus importants? Julie, je te laisse répondre. Ouais. En fait, ce pragmatisme, moi, il s'est un peu imposé au départ. Quand je suis arrivée fin 2021, on arrive avec, en gros, on me demande, il faut structurer la démarche de transition écologique, c'est-à-dire que le mandat politique, il était clair, ça faisait partie des engagements du conseil municipal. Maintenant, comment faire, c'était pas du tout simple pour les élus en place. En gros, une fois qu'ils avaient décidé de ce projet-là, ils savaient pas trop par quel bout le prendre, comment le structurer. Donc c'est là qu'on a créé les principes structurants. Ensuite, moi je me suis aperçue que rien que la mise en place des principes structurants en tant que telle était une petite révolution dans le fonctionnement finalement de cette mairie. C'est-à-dire quand on parle concertation publique, quand on parle plan d'action multipartenarial, quand on parle évaluation continue des actions, quand on dit faire une réunion publique tous les ans pour dire où on en est, là où on a été bon, là où on a été mauvais, rien qu'en tant que tel, c'était quelque chose de très innovant pour ce territoire-là. Ce qui fait que, non content d'arriver avec des thématiques qui n'étaient pas forcément habituelles dans les discussions du territoire, on arrive en plus avec des méthodes qui révolutionnent un peu les choses. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut arriver à jauger là où ça bouscule trop. En fait, ça fait trop de... On parle de sujets qui sont pas habituels, avec des méthodes qui sont pas habituelles, avec des interlocuteurs dont on n'a pas forcément l'habitude, des nouveaux agents, des nouveaux partenaires scientifiques, etc. Et quand on dit savoir choisir ses combats, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand il y a des choses qui arrivent à avancer assez simplement, c'est déjà bien. C'est pas forcément au départ l'action qu'il aurait fallu faire prioritairement, mais celle-ci, elle va en entraîner d'autres. C'est-à-dire que quand on fait le bilan carbone, bon, ok, à la fin, on a des chiffres, on a des compartiments, on sait que la mobilité s'étend, on sait que les travaux publics s'étendent, on sait que quand les achats de fournitures de la mairie s'étendent. Mais en fait, c'est au-delà du chiffre, c'est l'occasion de mettre sur la table la question des émissions de gaz à effet de serre, la question des postes les plus polluants, la question de là où on a les plus grosses marges de manœuvre. Et en fait, à chaque fois qu'on aborde un sujet, même si on ne le fait pas aboutir, pour moi, on a semé une graine. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, même quand on n'arrive pas à les faire progresser à très court terme, on a un espèce d'effet cliquet qui fait qu'une fois qu'on a abordé ce sujet-là, en fait, on ne reviendra jamais complètement derrière. Ce qui fait que, certes, alors peut-être que c'était excessif de dire choisir ses combats comme si on était toujours dans un espèce d'abandon des choses difficiles. C'est vraiment pas le cas. Mais il y a un moment donné, pour faire passer une chose difficile, il y en a peut-être deux autres qu'on va laisser de côté. Mais pendant ce temps-là, il y en a une très difficile qu'on a réussi à faire avancer. Et moi, l'expérience que j'ai en 3 ans et demi, c'est que des choses qui, à un moment donné, étaient vraiment pas mûres à mon arrivée parce que ça faisait trop de changements, en fait, trop de thématiques nouvelles, trop de gens, trop de méthodes, ça faisait beaucoup. Il y a des choses qui reviennent toutes seules, en fait, naturellement. Pourquoi? Parce qu'au départ, le pilote, il amène tout seul ces sujets-là. Puis, à un moment donné, c'est les partenaires qui amènent les sujets. Et puis, à un moment donné, quand on a organisé la concertation avec la population et la destination, c'est les habitants qui vont amener ces sujets-là. Et il y a un moment donné, ça va être la cliente de la destination. C'est-à-dire que quand moi, je me dis, non, mais là, c'est un peu compliqué en mairie ou avec tel ou tel partenaire, donc je vais laisser décanter. En fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir directement de l'extérieur. Et donc, je dirais, c'est choisir ses combats, c'est des abandons pour moi très transitoires, très temporaires. Et clairement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mis les sujets sur la table. Tous les sujets ont été mis sur la table, mais il y a un moment donné, certains s'escrimer à vouloir les faire avancer quand les voyants ne sont pas au vert, en fait, on sait qu'on ne va pas y arriver. Pour autant, les voyants, ils vont petit à petit s'allumer, mais ce n'est pas forcément ni moi, ni les partenaires qui vont les allumer. Il y a un moment donné, ça va être la population, ou ça va être, je ne sais rien, moi, une nouvelle réglementation au niveau national, ou une politique régionale, des choses comme ça. Et donc, moi, je crois beaucoup aux graines semées.
je crois qu'elles germent toujours à un moment donné, et même si c'est pas nous qui, à un moment donné, on les a mises, même si c'est pas nous qui les arrosons, il y a toujours quelqu'un qui va les arroser à un moment donné. Mm. Et juste pour compléter, sur certains sujets dont on a vu qu'ils étaient vraiment éruptifs ou en tout cas pas du tout mûrs, mais finalement le fait qu'ils aient été abordés en atelier, qu'on ait tous vu que c'était pas mûr, finalement chaque fois que je remonte, des gens me disent oui, alors ce sujet, c'est pas mûr, mais voilà, donc c'est pas mûr, mais en tout cas il est rediscuté chaque fois, donc on ne sait pas quel Ouais. sera le terme, mais en tout cas on voit que ça bouge et il a été aussi discuté dans un contexte qui n'était pas un contexte conflictuel, et ça c'est aussi important de pouvoir se mettre d'accord en disant, bon, bah, ça, ce ne sera pas pour cette année, ou là, c'est encore trop complexe, mais on pourrait déjà s'outiller ou regarder, s'interroger sur quels seraient des bons indicateurs pour aller dans cette direction. Et ça, je trouve que c'est des choses qui me donnent envie aussi de le regarder, comment ces fameux sujets au rouge maintenant, dans 2, 3 ans, vont évoluer. Euh, Corentin? Oui, bonjour à tous, Profite Corentin pour Lim. préciser, hein, Corentin, vous êtes au Grand Bornand, parce que parfois, on ne sait pas exactement qui vous êtes. Tout à fait fraîchement arrivé à la commune du Grand Bornand. J'avais Et une aussi un question. partenaire hein, de la chaire, qu'on a aussi eu l'occasion d'observer, mais avec d'autres outils. Pardon, fin de la parenthèse. Pas de souci, merci pour les précisions. J'avais une question pour Julie. Comment, quand on a 19 partenaires autour de la table, comment s'organise un petit peu le pilotage de la démarche? Ma question, c'est voilà, avec quelle fréquence vous réunissez pardon, tous ces partenaires, avec quel objectif? J'ai bien entendu le portage par la mairie, mais voilà, ma question porte un peu sur l'organisation du comité de pilotage, s'il y a. Alors, il y a pas un comité de pilotage en tant que tel, parce qu'en fait, ce serait trop gros. C'était une des questions qui avait été posée lors des démarches Flocon Vert, justement. En plus, on a des très gros partenaires, on a des petites associations qui ont une action. Enfin, on a des échelles très différentes. Donc, de manière très formelle, l'ensemble des partenaires, on les réunit 2 fois par an, une fois en juin, avec des formats qu'on essaie de faire évolutifs, mais où on essaie de partager les avancées, les gros projets structurants. Là, cette année, en juin, on va travailler un peu sur le bilan du premier plan d'action et les perspectives pour la suite. Et on les réunit en fin d'année lors de la réunion publique de rapportage du bilan, où normalement, ils sont tous présents aussi pour répondre à la population. Donc ça, c'est, je dirais, le pilotage à 19. Ensuite, c'est des bilatérales en permanence avec les plus gros partenaires. Le positionnement que j'ai moi à la mairie, en fait, il fait que je travaille avec les exploitants du domaine skiable quasiment tous les jours. Donc tous les jours, je travaille avec eux sur la gestion du domaine, sur la sécurité du domaine, et tous les jours, je travaille aussi avec eux sur les questions de transition écologique. Le parc national, l'ONF, c'est pareil, c'est des partenaires structurants de la mairie avec lesquels on a des relations finalement en permanence. Et quelque part, l'ensemble de nos sujets de conversation ou d'échange traitent généralement d'actions qui ensuite sont formalisées dans le plan d'action Méribel 2038. Donc en fait, c'est des relations avec les gros partenaires qui sont les plus gros porteurs d'action. On a finalement des relations quasiment quotidiennes ou hebdomadaires, du fait aussi des autres relations classiques entre la mairie et ses partenaires-là. Et donc c'est l'occasion d'échanges de manière très naturelle aussi sur les sujets Méribel 2038. Et sur les plus petits porteurs d'action, on a des points bilatéraux 2, 3 fois par an, ou à l'occasion, souvent c'est eux qui viennent aussi quand ils ont des nouveaux projets pour en discuter. C'est des choses qui se font assez naturellement et qui sont assez variables en termes de fréquence en fonction de, je dirais, c'est pas de l'importance de l'investissement, mais en tout cas du nombre d'actions que portent ces partenaires-là. Ok, merci. Pour Et si je peux rajouter un mot, on voit aussi que cet espace, cette démarche-là, ça a été l'occasion pour des partenaires qui se connaissent déjà, pour la plupart, de trouver un lieu pour parler de leur démarche de transition. Parce que finalement, il y a d'autres sujets dans les relations courantes entre notamment la mairie et ses partenaires principaux. Il y a plein de sujets, mais il y a pas forcément d'espace ou de temps pour discuter de transition. Et là, c'est un lieu. Chacun peut venir témoigner de ce qu'il fait de son côté. Et je crois que les uns et les autres, en tout cas, c'est ce qui sort dans nos entretiens, ont découvert des actions menées par les uns et les autres. Ce n'est pas du tout des secrets, mais est-ce qu'il y a un temps pour en parler? Ce sont souvent des actions qui sont assez discrètes ou qui sont menées en interne et sur lesquelles il n'y a pas forcément de communication institutionnelle. Donc, ça fait aussi un espace de partage. Et on le voit aussi dans les comités Flocon Vert. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit aussi. Maïwan qui a Ouais, ouais. Peut-être vous vous présentez si c'est possible, parce que comme ça, c'est intéressant de...
Je sais que c'est Oui, l'heure, mais bonjour, vous m'entendez? avec nous, on continue quelques minutes si vous êtes d'accord. Oui, on vous Oui, entend. Merci. ok, merci. Donc, Emma Sarag, je travaille pour l'association Maïwan, qui travaille entre autres sur la transition écologique des territoires et on est basé au Carreau d'Arrache, donc directement concerné par toutes ces thématiques. Et je vous remercie tout d'abord pour ce retour d'expérience. Et j'avais une petite question, notamment sur les sujets que vous avez mis sur la table avec les partenaires, la population, etc. Euh, Vous avez parlé de la transition du modèle touristique qui était polarisant. Et je me demandais si il était venu le sujet sur la table d'une transition carrément du modèle économique de la station. J'imagine que c'est un sujet qui peut être vraiment très très polarisant, mais je me demandais en fait si c'est un sujet qui était quand même déjà venu en atelier. Je ne sais pas si tu veux Non, Julie. pas autant de manière radicale. C'est, on n'en est pas à ce niveau de maturité des réflexions sur Méribel. Il y a eu des sujets sur comment on fait évoluer la structuration du domaine skiable, comment on travaille sur la diversification hivernale, la diversification estivale, le cas de saison. Ça, c'est des choses vraiment qui ont été posées. Maintenant, le scénario d'un changement complet d'économie, c'est quelque chose qui, pour le coup, pour reprendre les termes de Dominique, qui ne fait absolument pas l'objet d'une norme sociale partagée et Oui, qui probablement le sera pas avant un certain temps. On a des sujets comme ça qui sont extrêmement clivants et pour le coup, plutôt que de braquer typiquement les discussions autour de ce scénario-là, on préfère dans un premier temps organiser des discussions collectives autour de scénarios qui permettent une discussion bien sûr. posée. Et petit à petit, ça progressera de palier en palier. Par contre, on s'en est aperçu parce qu'on a posé sur un atelier qu'on ne pensait pas pourtant si révolutionnaire que ça, mais la question des clientèles lointaines qui a généré énormément d'agacement. Mais quand on parlait des graines tout à l'heure, c'était un sujet qui avait jamais été posé et qui a énormément agacé certaines parties prenantes du territoire et qui maintenant, à chaque fois qu'ils nous voient, le remettent sur la table, ce qui fait qu'aujourd'hui, un sujet qui n'en était pas un jusqu'à présent le devient de manière systématique. Donc, pas avec une avancée pour l'instant concrète, mais en tout cas, ça devient un sujet dont on parle. Ok, Dont on peut très parler. bien. Merci beaucoup. Colline? Et puis Hervé, je vois que tu as relevé la main. Oui, c'était juste pour compléter. Bah déjà, merci pour le regard, le regard aussi universitaire sur toutes ces choses, sur le pilotage de la transition et en fait des choses qu'on voit, mais ça vient conforter certaines petites choses que je voyais, et notamment le côté effet RH. En fait, l'importance de la personne qui va piloter. Et nous, enfin, de notre côté, c'est vraiment nos référents flocons verts. Et on peut voir une différence sur l'avancée des destinations selon bah, le poste qui porte ce rôle de référent, parce que la transversalité est essentielle et aussi enfin, j'ai le terme crédibilité en tête, mais enfin, vraiment la vision qu'ont les différents acteurs du territoire sur la personne porteuse, et ben ça va faire vraiment un changement. Et donc du coup ça, bah, je serais vraiment preneuse. Effectivement, tu disais que tu enverrais le support. Génial. Moi, ça rentre complètement dans l'amélioration continue du flow converse. On va pouvoir s'appuyer là-dessus. Et la partie effet méthode, où parfois le côté structuré et rythme soutenu, et ben Oui. effectivement, nous on le note aussi sur les territoires Oui. et parfois on me dit bah ouais mais on n'a pas le temps de faire assez souvent des copiles mais ce que je retiens potentiellement c'est que bah, faites moins long mais faites plus souvent quoi. Le côté soutenu est important et puis si on va pas se prendre 3 heures toutes les semaines c'est sûr, mais donc du coup comment adapter Mm. pour que ça puisse être soutenu, mais que ça rentre quand même dans les timings, quoi. Là, c'est tout à fait convergent avec des observations qui sont faites sur les démarches de labellisation, hein. C'est ce qu'a observé Rémi, mais moi je l'avais vu aussi de façon informelle avant. Le fait qu'il y ait une échéance, hein, à 18 mois par exemple, ça met en route aussi. Et c'est vraiment une dynamique qu'on a observée dans le cadre du travail mené par Émilie Ménet,
qui était la responsable RSE des championnats du monde. On voit aussi que le fait que ça doit être délivré pour telle date, eh bien, ça a un effet vraiment d'accélération sur. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi des sujets sur lesquels il n'y aura pas le temps de travailler, mais au moins, il se passe quelque chose et il y a des résultats. Et la question que tu poses, c'est en lien avec une question qui nous est soumise par Hervé Villard, qui a dû nous laisser, mais qui dit la fonction occupée par Julie, donc c'est dans le chat, me semble assez originale. Existe-t-il un inventaire, entre guillemets, des organigrammes des collectivités? Et sait-on jamais quel est celui qui paraît fonctionner le mieux pour instaurer la transition? Moi, je n'ai pas de réponse là, mais c'est un excellent sujet. Effectivement, de creuser. Alors, peut-être que Julie, tu as plus de vision, mais ça pourrait être aussi, en utilisant les bases de données Flocon Vert, de regarder un petit peu ça. Je ne sais pas si on peut vraiment mesurer une performance, mais ce serait vraiment intéressant. Rien que voir les différentes Commenter, qui oui, existent. Julie. Peut-être juste compléter sur la question des calendriers. Typiquement, le rapportage du bilan annuel en fin d'année, au-delà de répondre à l'obligation de transparence, d'évaluation, de progrès, etc., en fait, c'est une échéance finalement qui va mettre la pression à tout le collectif en disant oh là là, mais dans 3 mois on fait le rapportage, finalement telle action, en fait, je l'ai laissé un peu s'endormir. Et en fait, on a systématiquement chaque année un coup d'accélérateur sur le réenclenchement de certaines actions ou sur le rattrapage de retard, etc., du fait de cette échéance-là. Alors, c'est peut-être un peu bête et méchant, mais en tant que tel, le fait d'avoir à faire un bilan dont on fait un rapportage public crée une échéance qui participe et qui contribue aussi à l'animation de la dynamique dans la mise en œuvre des actions. Ensuite, sur le poste, je pense qu'en effet, il est assez original. Quand on voit la fiche de poste au départ, c'était un challenge aussi pour réussir à trouver quelqu'un parce qu'en fait, on mixe en particulier la recherche de compétences. Elle était à la fois sur la gestion de domaine skiable, à la fois sur environnement, ce qui généralement est pas forcément très courant. Donc ça pouvait être aussi un rebutoire pour recruter quelqu'un. Par contre, une fois qu'on a quelqu'un sur ce type de positionnement mixte, en fait, la personne qui est l'interlocuteur du quotidien des exploitants du domaine skiable, c'est aussi l'interlocuteur environnement. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que finalement, quand on est sur la gestion du domaine skiable, on est sur le cœur du réacteur économique. On est un interlocuteur réglementaire, sécurité, gestion économique qui est incontournable. Et dans le même temps, c'est lui qui va poser les questions de transition environnementale, qui sont peut-être plus classiquement portées par un référent dédié, qui, selon les structures, les organisations, les destinations, peut effectivement se sentir un peu seul parfois quand il va avec son bâton de pèlerin toquer à toutes les portes, qui au service technique, qui chez les remontées mécaniques, qui à l'office du tourisme, etc. Là, c'est vrai que le positionnement et la fonction fait que dans ce poste-là, l'interlocuteur transition, c'est de toute façon l'interlocuteur inévitable des grosses parties prenantes de la destination sur la gestion du domaine skiable, et ce qui fait que la relation qui se crée, elle est assez atypique, et je pense qu'elle est du coup elle est assez productive parce que l'environnement, c'est pas le sujet à côté, c'est pas quelqu'un, c'est pas le chargé de mission environnement qui passe partout. Il y a un rôle pivot qui fait que ça devient un sujet pivot, simplement. Oui, il y a vraiment un effet de centralité du poste en termes de fonction et aussi de niveau de pouvoir et de responsabilité hiérarchique, tout simplement aussi au niveau de l'institution. Si c'est des postes à côté, avec peu de pouvoir, enfin, qui ne sont pas forcément en capacité de passer leurs messages ou leurs actions, on voit que c'est beaucoup plus difficile dans d'autres destinations. Donc là, il y a vraiment un nouveau terrain qui s'ouvre. Merci de cette idée. Eh bien, je crois qu'on va Parfait. pouvoir vous remercier tous, et il y aura un replay, et à très bientôt. Au plaisir d'en discuter avec vous dans d'autres occasions ou des occasions à créer. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bon après-midi.